Et alors j'ai le bonheur de recevoir ce matin l'un des plus grands animateurs, producteurs télé français, peut-être même le plus grand, en tout cas certainement le plus créatif. Bonjour Arthur. Merci de me recevoir, d'être là. bonjour. Et merci pour ces compliments, j'espère que ma mère écoute. Alors on parlera un petit peu de télé tout à l'heure, de votre bataille navale notamment, qui arrive le 12 décembre, mais parlons d'abord de ce livre au titre improbable. J'ai perdu un bédouin dans Paris, avec un auteur inattendu, Arthur Esbag, et qui est pourtant l'un des grands succès littéraires de la rentrée chez Grasset. Et je pense que ce n'est pas uniquement grâce à votre popularité, Arthur, mais surtout parce que c'est un témoignage fort, celui d'un homme dont la vie a été violemment percutée par les massacres du 7 octobre 2023 et par le silence surtout qui s'en est suivi. Votre livre, en fait, il est né le 9 octobre sur la place du Trocadéro de Paris. Vous avez cette phrase improvisée face caméra: « Où sont mes amis ?» C'est de là qu'il est parti ce livre, le 9 octobre. Oui, d'un moment où ça a été une bascule, où après ce terrible 7 octobre, on va pas revenir là-dessus, les massacres qui ont été perpétrés, j'avais peut-être envie qu'on me prenne et qu'on me serre fort dans les bras, comme beaucoup de mes amis français juifs, et on s'est retrouvé un peu seul, voilà, ce soir-là, et je me suis dit, je ne comprends pas, moi qui ai toujours été de toutes les causes, pourquoi celle-ci ne déclenche pas autant d'empathie que j'aurais aimé. Mais bon, voilà, malheureusement, les gens ne sont pas obligés de ressentir votre douleur, ne sont pas obligés de ressentir votre tristesse ou votre peine. Donc, c'était pas une accusation, c'était plutôt un vide que j'ai ressenti, et un silence assourdissant qui a duré d'ailleurs de longs mois. Oui, parce qu'après, le téléphone ne sonne plus. Vous racontez que des artistes fuient vos plateaux, même à cette période. Et on vous rapporte même des moqueries. Oui, mais bon, c'est de bon ton aujourd'hui de faire des blagues sur moi. C'est presque aujourd'hui un passage obligé si on veut être dans la trend. Voilà. Et puis en plus, quand vous faites une chronique sur moi sur une radio ou sur les réseaux sociaux, là où vous faites d'habitude 10 000 vues, vous allez en faire 800 000, donc ça rapporte. Donc je suis ravi. Moi, je ne reproche pas aux gens de se moquer de moi. Je dis simplement que moquez-vous de moi pour mon travail. Dites que je suis un mauvais animateur, un mauvais producteur, un mauvais écrivain. C'est votre droit et c'est ce qui fait la force d'une démocratie. Mais m'attaquer pour ce que je suis, c'est-à-dire un Français juif, ça ne me plaît pas du tout, quoi. Et vous écrivez, Arthur, désormais sur France Inter, comme sur Nova, sur X, comme sur TikTok. Il est de bon ton de me moquer. Du coup, j'avoue que j'étais assez étonné de voir que la première interview sur ce livre, vous l'avez donnée justement à France Inter. Pourquoi ce choix ? Parce que je trouvais que la boucle était bouclée, dans le sens où c'est sur France Inter que j'ai fait ma première... En fait, c'est sur France Inter, pardon, je parle d'une radio concurrente, où pour la première fois, j'ai parlé de mon judaïsme, où j'ai évoqué ma judaïté, ce que je n'ai jamais fait en 30 ans de carrière. Ok, les gens le savaient parce que j'ai surtout eu beaucoup l'occasion de faire de l'humour juif et de l'autodérision sur moi-même. Mais c'est la première fois. C'était quelques semaines après le 7 octobre. Exactement, quelques semaines après le 7 octobre, je suis invité par une journaliste et qui, au lieu de me parler de l'émission pour laquelle j'étais venu faire de la promotion, me pose une question sur l'antisémitisme, et je dis que je suis très inquiet et qu'il y a une montée terrible de l'antisémitisme et que je trouve ça fou et qu'il va falloir être vigilant. Voilà, je dis juste ça. Et là, ça a déclenché une espèce de tsunami incontrôlable. Et ça a été aussi un des moteurs de l'écriture de ce livre. Parce qu'à la base, c'était pas un livre. Moi, je prenais des notes tous les jours, comme un journal, sur mon téléphone. Des photos aussi. Et des photos, beaucoup de photos. D'ailleurs, je commence à poster les photos qui correspondent à chacun des passages du livre. Et puis un jour, on m'a dit, écoute, ce que tu as écrit, ça serait bien de le condenser dans un livre pour que les gens comprennent finalement dans quel monde parallèle étaient les Juifs du monde entier pendant ces 2 dernières années. Et on comprend aussi dans ce livre votre difficulté à continuer votre métier, Arthur, celui d'animateur-producteur, d'émissions de divertissement. Vous racontez notamment que le 11 octobre, donc 4 jours seulement après le massacre, 4 jours où vous n'avez pas dormi, vous devez tourner dans une journée 6 numéros de VTEP, de Vendredi Tout est permis, et vous avez beaucoup de mal à mettre le masque de l'animateur rigolo, quoi. Vous savez, en France, il y a 400 000 Français juifs, et je ne connais pas un seul juif en France qui ne connaît pas de près ou de loin quelqu'un qui a été touché par le 7 octobre. Moi, j'ai toute la famille du côté de ma mère et de mon père qui vit en Israël, donc j'ai
Ma mère avait 14 frères et sœurs, je vous laisse imaginer le nombre de cousins. Et dans les jours qui ont suivi le 7 octobre, finalement, non seulement on comptait les morts, mais surtout on essayait de savoir qui était pris en otage ou pas. Donc on avait tous une angoisse terrible. On se disait, mais est-ce qu'on n'a pas un proche là-bas, un cousin, un neveu, qui pourrait être, et dans mon cas un filleul, qui aurait pu être au Festival Nova, ou qui aurait pu être enlevé par des terroristes. Mais bon, il a fallu faire son métier, et c'est le mien, qui était de divertir. Et je l'ai fait. C'était pas évident. Mais je crois que ces 30 années de télévision ont fait que j'ai pu avoir quelques automatismes, et surtout j'ai été porté par des artistes qui ont vu qu'il y avait un truc qui n'allait pas, que j'étais pas vraiment dans mon assiette. Et donc j'ai animé comme un robot ces émissions. Et j'ai souvenir qu'en rentrant chez moi, on était sur le périphérique, et j'essayais de me souvenir qui étaient les invités que j'avais reçus. J'en avais reçu 36, et je ne me souvenais plus d'un seul. J'avais comme un voile blanc. Blackout, ouais. Exactement, comme un blackout. Et il faut continuer. Sinon, je pense que si je n'avais pas tourné ce jour-là, j'aurais plus jamais retourné. C'est comme quand on tombe de cheval, il faut remonter tout de suite. Et le sommeil dont vous parlez, justement, ces nuits sans sommeil, à revoir des images dans votre tête, c'est toujours un problème aujourd'hui, des années après le 7 octobre? Oui, parce que j'ai participé à la production de plusieurs documentaires, notamment un sur le massacre des jeunes à Nova. Ouais. Et j'ai vu des images, d'ailleurs qu'on n'a jamais diffusées parce qu'elles étaient trop dures, et même floutées, elles étaient trop difficiles. Et moi, je les ai vues, ces images, et elles me hantent. Donc, mon épouse serait là, elle vous dirait que 2 ou 3 fois par semaine, au milieu de la nuit, je pousse un cri, je me réveille en sursaut, trempé. Donc, j'essaie de trouver des trucs. Là, je vais faire le MDR, là. C'est là, on m'a convaincu d'essayer ce truc-là. C'est une technique thérapeutique, ouais. Oui, je sais pas, il faut que j'arrête de faire des cauchemars. C'est bon, faut que j'arrête. Faut que ça sorte de ma tête. Qui avait été diffusé sur CNews. Oui, exactement. Qui avait été la seule chaîne à avoir accepté, d'ailleurs, de diffuser ce documentaire, et je leur suis très reconnaissant. J'ai perdu un bédouin dans Paris. Il va peut-être falloir qu'on explique à un moment ce titre, parce que vous avez vraiment perdu un bédouin dans Paris. Oui, j'ai vraiment perdu un bédouin dans Paris. Alors je voulais un titre intrigant. Il est intrigant. Ça marche bien. Ça me permet même de faire un teasing, vous voyez. Donc on va raconter cette histoire dans 2 minutes sur Europe 1. Tout de suite. Vous écoutez Culture Média sur Europe 1, 10h, 11h30 avec Thomas Hill. Et ce matin, Thomas, vous recevez Arthur pour son livre « J'ai perdu un bédouin dans Paris », disponible aux éditions Grasset. Et on va l'expliquer, ce titre. Mais d'abord, c'est important de rappeler, comme vous le faites dans votre livre, Arthur, qu'il n'y avait pas que des Israéliens juifs parmi les victimes du 7 octobre, mais aussi des musulmans. Parce qu'en Israël, il y a quelques 2 millions d'Arabes qui vivent avec la population juive, chrétienne, musulmane ou athée. Et vous avez organisé un dîner chez vous avec certains proches d'otages musulmans, dont un vieux bédouin, dont le fils a été enlevé par le Hamas. Alors c'est le frère et le neveu qui ont été enlevés par le Hamas. Et en fait, moi, j'ai pendant 2 ans fait venir beaucoup de familles d'otages, parce que il y a eu quand même un moment, une longue période où on n'en parlait plus du tout. Et à l'époque, il y avait aussi des otages français. Il y a eu plus près de 50 morts français, et aussi des otages. Certains sont revenus vivants, d'autres non. Et on essayait d'alerter les pouvoirs publics. Et donc, on faisait venir des familles. On a fait venir toutes les semaines. Mais on a fait aussi venir des familles d'otages musulmans, parce que c'était pas un problème juif. C'était un problème de terrorisme. Et il y a eu à la fois des Israéliens, mais il y a aussi des Thaïlandais, il y a eu des Sri Lankais, il y a eu toutes les nationalités, des Américains, des Européens qui avaient été enlevés. Et donc, on a fait venir cette famille de Bédouins qui étaient assez géniaux. Et ce qu'il vous dit, ce qu'il vous explique, c'est que pour le Hamas, être musulman et israélien, c'est une trahison. Vous savez, il y a 2 millions d'Arabes israéliens en Israël, c'est 22% de la population, et ils sont aussi bien députés, puisqu'il y a un parti arabe à la Knesset, donc ils sont la patronne de la Cour suprême est musulmane, le patron du plus grand hôpital israélien est un musulman. On parle pas de religion en Israël, c'est une nationalité, ils sont israéliens, ils ont les mêmes droits, ils ont les mêmes papiers. Ceux qui rêvent d'un apartheid, qu'ils aillent faire un tour à Tel Aviv, ils verront qu'il n'y a pas d'apartheid. Et ça, c'est insupportable pour le Hamas. Ça veut dire qu'on peut cohabiter, alors que ce mouvement terroriste ne veut pas cohabiter, veut détruire l'autre. Donc donc ils ont été enlevés. D'ailleurs, moi j'avais été surpris, je pensais qu'ils allaient être libérés, mais justement le Hamas les considère comme des Israéliens à part entière. Donc c'est bien la preuve qu'il n'y a pas d'apartheid, puisque le Hamas considère les Arabes israéliens comme des citoyens israéliens à part entière. Et donc on les a fait venir et on les a amenés à l'Assemblée nationale, on leur a présenté des journalistes, des hommes politiques, on a essayé des intellectuels pour justement alerter sur le sort de ces familles d'otages bédouines.
Et donc c'est ce fameux bédouin que vous avez perdu un jour dans Paris. Ce bédouin, qui est un type formidable, qui a un kéfier rouge sur lui. Alors on lui a acheté une veste parce qu'il voulait être bien habillé. C'était la première fois qu'ils prenaient, ils étaient 5, c'est la première fois qu'ils prenaient l'avion de toute leur vie. C'est la première fois qu'ils quittaient Israël de toute leur vie. Ce sont des vrais bédouins dans le sens noble du terme, qui dorment à la belle étoile et qui se dirigent en suivant le ciel. Et c'est la première fois qu'ils venaient... alors ils n'osaient pas manger dans l'avion au début parce qu'ils pensaient que c'était payant. Exactement. Et ils étaient très impressionnés de tout. Et puis ils ont découvert Paris. C'était au mois de décembre. C'était il y a 2 ans maintenant. Et puis le soir de leur départ, avant de se rendre à l'aéroport, le doyen des Bédouins, avec son beau kéfier rouge et tout, et son visage buriné, très beau, j'adore, je peux montrer l'image si vous voulez, il décide de descendre, alors il ne parle ni anglais ni français, il ne parle qu'hébreu et arabe, il décide de descendre acheter des bonbons parce qu'il a des enfants et des petits-enfants, et il veut les gâter, et l'appartement où on les avait logés est collé à une boulangerie. C'est-à-dire qu'il y a 1 mètre à faire. Donc, on se dit, les équipes qui géraient les otages, les familles d'otages se disent, il peut descendre, on lui donne des sous, il va descendre acheter des bonbons. Et là, 1 heure après, je reçois un coup de fil. Et la phrase de la personne qui m'appelle me dit « J'ai perdu un bédouin dans Paris ». Voilà, et ça donnera le... Et on l'a perdu. C'est Dundee, votre truc. C'est dingue. Et donc on l'a perdu. Et donc il a fallu le retrouver. Mais comment retrouver dans Paris un bédouin ? Donc j'ai eu cette idée de génie, parce que j'ai regardé beaucoup Colombo et New York Unité Spéciale. Attention. Et donc j'ai dit on va l'appeler sur son portable. Il va se mettre sur haut-parleur. Et il va aller voir les gens dans la rue en disant « Help », quelqu'un va prendre le téléphone, il va nous dire « Il est à telle adresse » et on va foncer le chercher. Seulement, quand la nuit tombe, à Paris, un mec avec un kéfier qui crie « Help » dans la rue, il n'y a pas un gars qui s'est arrêté. Alors on lui disait rentre dans la boutique qui est en face de toi. Alors il voulait pas parce que c'était un bar et donc il rentre pas là où il y a de l'alcool. Il y avait des bars dans cette rue et donc on a eu 3 quarts d'heure avant qu'un jeune homme hyper sympa prenne le téléphone, il lui dise voilà il est à telle adresse et il a attendu avec lui qu'on vienne le chercher. Et je trouvais ça important l'éditeur il voulait pas que j'appelle le livre comme ça et moi je voulais l'appeler comme ça parce que c'est intriguant. Et puis, c'est aussi de montrer que dans ces 2 années de terribles, il y avait quand même des moments de fou rire. Moi, j'ai eu un fou rire ce jour-là, mais dingue. J'en étais arrivé à dire, imaginez un peu, parce que moi, je lui parlais pas en direct. Je parlais à quelqu'un qui parlait à quelqu'un qui parlait à quelqu'un. C'est comme on dit le téléphone arabe. Et ils avaient chacun leur téléphone haut-parleur. Et je disais, dis-lui de dire que je suis un ami de Arthur de la télévision. Donc, en anglais. Wow. Et donc, quelqu'un lui disait ça, qui disait ça, c'était n'importe quoi. Et puis après, on s'est tous mis à rire. Et c'était aussi un moment où on était tous tendus. Et vous savez, c'est dans les moments, vous savez, on pleure dans les mariages et on éclate de rire dans les enterrements. Là, on a eu un fou rire terrible. Et alors, vous racontez aussi comme vous avez eu le besoin d'aller en Israël, parce que vous avez un attachement viscéral à Israël. Il faut expliquer que... Ma maman a grandi. J'ai ma mère qui a vécu dans un kibbutz en Israël, et donc depuis l'âge de 5 ans, je suis allé en vacances quasiment tous les étés, voir mes oncles, mes cousins, mes tantes et tout. Donc j'ai un attachement à ce pays parce que j'y ai passé des vacances formidables, j'ai vu des couchers de soleil inoubliables. Et vous savez, on peut aimer un pays sans être en accord avec son gouvernement. Heureusement, Dieu merci. Donc on me reproche d'avoir dit que j'aime Israël, mais moi je n'ai pas d'affection particulière pour Benjamin Netanyahou, que je trouve souvent impardonnable. Mais oui, j'y suis allé parce que aussi je me trouvais impuissant et que je me suis dit tu vas faire ce que tu sais faire le mieux, c'est aider et faire de la production. Et puis puisque tout le monde disait que tout était faux, on a fait des documentaires et des films pour montrer la réalité. Et une exposition aussi avec des artistes sur place. Arthur Esbag, j'ai perdu un bédouin dans Paris, c'est chez Grasset.